Alors, au cours de cette première table ronde, nous allons voir comment faire émerger efficacement l'innovation dans le nouvel environnement que nous a présenté Emmanuel Kiva. Au cours de cette table ronde, j'accueillerai François Mestre de la DGA, Stéphane Cueil qui représente le CIDEF et Safran, François Chopard pour Starbust et enfin Emmanuel Sabonadière pour le commissariat à l'énergie atomique LETI. Voilà. Alors, l'environnement dans lequel évolue le domaine de la défense a profondément changé depuis plusieurs années. Si on regarde ce qui s'est passé finalement depuis les années 50, on s'aperçoit que des années 50 aux années 80, l'État, et plus particulièrement le domaine de la défense, maîtrisait en grande partie le système. Donc une grande partie des financements publics étaient donnés par la défense, une grande partie de la recherche était exécutée par les pouvoirs publics et par l'État. Les processus d'innovation étaient également plus simples, impliquant moins d'acteurs, moins de technologies, avec un rythme plus lent. Et donc à cette époque-là, le pilotage finalement du système et de l'innovation a été facilité pour le monde de la défense. Alors depuis les années 80, nous avons assisté à de grands changements, à un passage tout d'abord à une économie de la connaissance qui va se caractériser par une augmentation à la fois de la recherche et à la fois du dépôt de brevets. Les processus d'innovation ont également changé, ils se sont complexifiés, le nombre d'acteurs, le nombre de technologies ont changé, et les acteurs également de l'innovation ont beaucoup changé. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer très rapidement. Donc si vous regardez les dépenses de R&D en France en pourcentage du PIB, vous pouvez voir que depuis les années 80, finalement, on a eu une augmentation assez importante de la recherche en France. On est passé à peu près à 1,9% du PIB, à plus de 2,3% du PIB pour les dépenses de recherche. Et cette augmentation de la recherche a été essentiellement tirée par la R&D civile. On peut regarder également, finalement, qui exécute la R&D en France. Donc là aussi, on a eu des changements importants. On a vu apparaître et croître la place, finalement, des entreprises et des universités dans l'exécution de la R&D. Et le poids de l'État, lui, a reculé. On est passé d'à peu près 24% à autour de 13% de la R&D en France exécutée par l'État. Dans le même temps, on peut également regarder la répartition qui existe entre la recherche qui est exécutée par les entreprises défense et la recherche qui est exécutée par des entreprises civiles. Donc là aussi, les entreprises civiles, dans les années 80, étaient plutôt minoritaires en termes d'emploi de chercheurs ou de réalisation de la R&D. Et puis, petit à petit, elles sont devenues majoritaires. Et les entreprises civiles emploient maintenant la majorité des chercheurs et réalisent plus de 70% de la dépense de R&D. Alors, une dernière modification a trait finalement au financement. Donc là aussi, Emmanuel Kiva l'a rappelé dans son introduction, il y a eu beaucoup de changements sur les financements de l'innovation. Juste au niveau des financements publics à l'innovation, on a un grand changement qui est le passage finalement des financements directs, type subvention et aide à la recherche, à des financements indirects, type crédit d'impôt recherche. Et ça a changé toute la logique et la façon de piloter la recherche. Puisque quand vous avez des subventions ou des aides à la recherche, finalement, ce sont les pouvoirs publics et l'État qui vont déterminer les priorités. Alors que quand vous avez le crédit d'impôt recherche, donc vous avez là aussi un instrument pour financer l'innovation, mais le choix est laissé plus du côté des entreprises. Donc finalement, tous ces changements font que le domaine de la défense est obligé de s'adapter, est obligé de s'ouvrir. Alors, de s'ouvrir d'une part vers le domaine civil, vers les nouveaux acteurs de l'innovation, que sont les universités, les entreprises, les PME, les start-up. Il doit aussi adapter ses méthodes d'identification et d'acquisition de la R&D, et puis trouver des nouveaux modes de collaboration et de coopération. Donc c'est ce que nous allons voir au cours de la première table ronde avec les différents invités et comment le domaine de la défense s'adapte à ce changement d'environnement.
Alors, je commencerai par poser des questions tout d'abord à François Mestre, qui est chef de service des affaires industrielles et de l'intelligence économique à la Direction générale de l'armement. Alors, au cours de cette conférence, on en a déjà parlé, on va beaucoup en parler. On parlera beaucoup de la base industrielle et technologique de défense. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour la DGA, ce que comprend la base industrielle et technologique de défense ? Merci pour cette première question. Ça m'évitera de tout de suite contredire tout ce qu'a dit Emmanuel, parce que comme j'ai préparé quelque chose qui est complètement opposé, ça va être difficile. Donc, donc pour moi, la base industrielle technologique de défense, la première chose, et je pense que c'est fondamental, c'est une capacité militaire en tant que telle. Elle permet de garantir à notre diplomatie et à nos forces armées la liberté d'appréciation de la situation, la liberté d'action, et ce dans la durée, la liberté de jugement. C'est aussi un outil de souveraineté qui contribue à l'autonomie stratégique de la nation. Elle permet à la France d'être aussi indépendante que ce qu'elle souhaite. Ce n'est pas une autarcie qui est recherchée, c'est bien quelque chose qui est compatible avec les dépendances consenties, concertées, les coopérations et des alliances. Son origine date globalement de la Première Guerre mondiale. C'est la première guerre vraiment industrielle dans laquelle l'ensemble des moyens industriels ont été mobilisés pour faire la guerre et pour la gagner. Elle a été profondément relancée avec le général de Gaulle, quand il a décidé de doter la France de l'armement nucléaire. Et depuis, tous les gouvernements ont continué et poursuivi dans cette démarche-là d'entretenir une BITD. Concrètement, la BITD, c'est un écosystème complet qui permet d'apporter un niveau de satisfaction au regard du besoin exprimé par les armées. Elle se compose d'organismes publics, de laboratoires, d'entreprises. Et parmi ces entreprises, il y a des grands maîtres d'œuvre qui disposent de capacités très particulières. On pourrait penser aux nefs d'assemblage des sous-marins à Cherbourg, c'est quand même des monuments industriels. Il y a un vaste tissu de sous-traitants, dont plusieurs centaines sont identifiés comme critiques, voire stratégiques. Et cette organisation, elle n'est pas le fruit du hasard ou le fruit de la compétition ou le fruit du marché. Elle est le fruit d'une politique d'investissement pilotée par l'État, et ce, dans la durée. La BITD, c'est aussi un outil capable de réaliser la quasi-totalité des systèmes de défense. Et elle doit couvrir l'ensemble de la chaîne de la valeur. Ceci nous permet d'acheter les meilleures technologies ailleurs, parce que sinon, on est capable de les réaliser tout seul. Elle est également souvent duale. Il y a très peu d'industries, que ce soit les PME ou les grands groupes, qui sont à 100% dans le domaine militaire. Et ça, c'est une vraie richesse, parce que ça permet à ces sociétés duales de nous apporter une vision qui est autre que celle de notre écosystème de défense. C'est également un secteur d'activité profitable qui concourt positivement à la balance des paiements de notre pays. Il y a plus de 200 000 emplois, de haute technicité et peu délocalisables, des compétences particulières qui sont longues à acquérir, rapides à perdre, parfois impossibles à remplacer, qui justifient des investissements continus. Et ce sont des secteurs innovants avec un fort niveau d'investissement dans la recherche et l'exploitation de ruptures technologiques, même si c'est beaucoup moins fort que ce que c'était avant. Enfin, c'est une richesse à protéger, dans la mesure où l'avance technologique fournit à la fois un avantage opérationnel et concurrentiel. Les entreprises de la BITD sont souvent la cible privilégiée d'investisseurs particuliers. Dans ce cadre, la France dispose de nombreux mécanismes de protection, j'en citerai deux, le contrôle des investissements étrangers en France et aussi le contrôle export des transferts de technologie. Voilà pour le stage de la BITD. Je vous remercie pour ce rappel. Emmanuel Kivan nous a présenté sa vision de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la vision de l'innovation pour la DGA et qu'est-ce que l'innovation ? Emmanuel sourit. Je suis assez content parce que, comme j'ai préparé, j'ai à peu près dit la même chose. Mais comme il y a des endroits où ça diffère, on verra. Moi, avant de répondre à la question, il faut se rappeler que la DGA est constituée majoritairement d'ingénieurs et de techniciens qui ont quasiment tous fait le choix de travailler dans le secteur de la défense pour des raisons technologiques. Sinon, ils auraient fait banquiers, juristes, etc. Et donc, les ingénieurs de la DGA, ils sont tous technophiles. Et donc, naturellement tournés vers l'innovation. Quand tu parlais d'hommes, je pense que c'est... et de femmes, je pense que c'est le cœur de notre solution. Donc l'innovation, pour moi, c'est l'ADN de la DGA, mais la DGA n'a pas le monopole de l'innovation, et tu l'as bien rappelé, l'innovation, elle se trouve partout, et ce n'est pas seulement la DGA qui doit la piloter et la conduire. Elle permet d'équiper les forces et préparer les systèmes d'armes de demain.
En premier lieu, les systèmes de demain doivent s'adapter à l'évolution de la menace, et c'est bien au travers de l'innovation qu'on sera capable de contrer les nouvelles menaces. L'avantage technologique est sur le théâtre d'opération un véritable différenciant opérationnel. Je pense à la furtivité, qu'elle soit dans le domaine aérien, qu'elle soit dans le domaine naval, qu'elle soit dans le domaine terrestre. C'est un différenciant qui permet d'avoir de la supériorité et de se rapprocher. Je pense à l'hypervélocité, qui permet de contrer les menaces et, en allant plus vite que la défense, de gagner la guerre. Je pense aussi au domaine des communications, parce que les communications discrètes, c'est aussi quelque chose qui viendra un avantage dans un milieu de plus en plus connecté. Dans ce cas, la DGA doit être un acteur pour orienter, susciter ou détecter l'innovation, puis la capter et la transférer dans les systèmes d'armes opérationnelles pour que nos forces disposent d'une véritable supériorité sur les terrains d'opération. Le gros enjeu, c'est bien de l'intégrer. En complément, la veille et l'ouverture à l'innovation civile doivent nous permettre d'accéder aux innovations de l'industrie civile, que ce soit dans les nouvelles technologies. Tu as parlé d'intelligence artificielle, de big data. Je ne fais pas mon truc, mais on est tout à fait d'accord. Mais aussi dans des secteurs beaucoup plus traditionnels. Quand on regarde l'innovation qui est faite dans le secteur de l'automobile, par exemple, avec les véhicules autonomes ou la propulsion, ce sont des domaines dans lesquels il nous appartient d'aller chercher l'innovation. Nous n'avons pas les moyens de la financer. Pour cela, la DGA dispose de différents moyens d'intervention, que ce soit la commande publique, les subventions, et puis récemment, la prise de participation avec des Finvest. Ce sont des outils qui sont ouverts à tout le monde et qui permettent d'avancer notablement. En chiffres, en 2018, on a consacré 4,7 milliards d'euros à la recherche, 720 millions d'euros dans les investissements, et des subventions, le CNES, le CEA et l'ISL, qui sont non négligeables non plus pour le fonctionnement de ces centres d'études. Tu l'as dit, Emmanuel, mais je le pense aussi, la DGA voit l'innovation dans la BITD comme une nécessité. Cette innovation se doit de couvrir un spectre technologique large. Il convient donc de maîtriser non seulement les technologies éprouvées, mais également les technologies innovantes ou émergentes, sans lesquelles les performances nécessaires resteraient hors d'atteindre. Et pour cela, il faut des ressources humaines compétentes pour aborder ces technologies. C'est un besoin dans l'industrie, mais c'est aussi un besoin dans l'administration, parce que si on n'est pas capable de la comprendre, on ne sera pas capable de la détecter ni de l'employer. Au-delà de la nécessité opérationnelle, l'innovation est aussi un enjeu économique majeur. Être à même effectivement de s'adapter à l'évolution de la menace, mais dans des conditions financières accessibles, c'est-à-dire disposer d'équipements compétitifs techniquement et économiquement, que ce soit pour les besoins nationaux, que ce soit aussi pour répondre à l'export. En fait, la taille du marché domestique n'est pas suffisante pour entretenir une BITD complète. L'accès à d'autres marchés est indispensable pour maintenir dans la durée notre outil industriel et nos équipes de chercheurs. La différenciation technologique issue de l'innovation que nous apportons nos forces est un différenciant. Et nos succès à l'export récents, que ce soit dans le domaine des sous-marins, des bâtiments de surface ou des aéronefs, ou même du terrestre, démontrent bien que la différenciation technologique est un atout fort. Le positionnement qui en résulte sur le marché mondial contribue positivement à la politique étrangère nationale et à la balance des paiements. Enfin, pour compléter ma réponse, j'essaierai de répondre à la question suivante. Comment caractériser l'innovation dans le domaine de la défense qui est multiforme? Et alors là, la première chose, elle est scientifique et technologique. Elle est d'usage. Le mode d'emploi des armements permet d'innover et permet de trouver des nouveaux modes d'action. Elle est de rupture, et je suis bien d'accord sur l'IA et les quantiques, mais je pense que l'hypervélocité, c'est aussi une rupture technologique, même si c'est une évolution incrémentale à la distance. Cette rupture, c'est un game changer, elle change les manières dont on fera la guerre, et je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut la caractériser. Elle est continue, c'est ce que tu as dit, Emmanuel, c'est l'amélioration continue des systèmes dans une démarche logique. Elle est prescrite, c'est-à-dire que c'est un processus où l'État a un rôle notable à jouer, parce qu'il adresse des domaines qui ne sont pas compétitifs ou suffisamment larges pour amortir les enjeux financiers qu'il y a à faire. C'est très spécifique pour les activités militaires. Je redis l'hypervélocité, mais je parle là aussi de la fusion des senseurs, je parle de la furtivité active, je parle des radars, qui sont des domaines dans lesquels, si l'État n'investit pas, personne n'investira à court terme. Et c'est aussi un moyen de rayonner. La plus grande production de propergol en France, c'est pour l'industrie automobile, pour les airbags, et ça vient des acquis qui ont été faits dans la dissuasion dans les années 80. Les radars de recul sur vos véhicules viennent des travaux qui ont été faits dans les radars, et donc ce rayonnement est naturel. Elle est aussi non prescrite, l'innovation, on en a largement parlé, tout ce qui vient du domaine civil,
Et notre enjeu, c'est être capable de la détecter, être capable de l'intégrer et être capable aussi de comprendre la nature du risque tel qu'il est pris dans l'industrie civile, qui n'est pas celle qui est prise chez nous. Hein. Quand vous démarrez votre téléphone portable, qui tombe en panne, ça peut arriver. Un système d'armes, c'est peut-être pas la même fiabilité qu'on lui demande, et donc pas la même nature de prise de risque et de résolution. Enfin, l'innovation, qu'elle soit prescrite ou non, adresse de nouveaux espaces qu'il ne faut pas rater. Tu as parlé d'intelligence artificielle, de la cyber, je pense à l'espace exo-atmosphérique, qui ne se substitue pas au domaine existant et qui nécessite donc d'élargir notre spectre de compétences. Enfin, l'innovation, elle n'est pas seulement en France, elle est aussi en Europe, en coopération avec nos partenaires internationaux et particulièrement avec les partenaires de l'Union européenne. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait. Je vous remercie de nous avoir présenté cette vision de la DGA. Et puis, avec l'intervention de Stéphane Cueil, qui représente le Conseil des industries de défense françaises et qui est directeur groupe R&T Innovation chez Safran, nous allons pouvoir avoir finalement la vision des industriels de la défense, à la fois sur l'innovation et sur les changements qui doivent être mis en place. Donc, comme première question, pouvez-vous nous dire comment s'organisent les grands maîtres d'œuvre de la défense pour faire émerger l'innovation et pour la rendre plus efficace? Globalement, tous, autant qu'on est, on s'organise autour de 4 piliers. La première chose, c'est on parle d'innovation, alors je parlerai de technologie après, mais innovation, c'est aller vers l'usage. Donc, il y a un pilier fondamental qui est la connaissance de la valeur créée pour les usagers, les clients, dans leurs opérations. Alors, quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut une surface d'échange importante. Il faut aussi faire de la prospective. Mais on gère les deux horizons, c'est-à-dire ce qui se passe dans longtemps avec des technologies avancées, puis ce qui se passe demain qui peuvent aider les forces dans des problèmes concrets dans les opérations. Donc, différents types de surfaces d'échange. Et ce n'est pas uniquement des échanges de type pomper de la connaissance, c'est aussi apporter des choses, tester des propositions de valeur, prototyper et discuter autour de l'usage possible de ce qu'on propose. Deuxième pilier, c'est être connecté avec l'écosystème d'innovation. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important. Parce que comme ça a été souligné notamment par Emmanuel Kiva, le monde s'accélère et donc il y a un bouillonnement technologique. Et donc, effectivement, une grande partie de notre rôle d'innovateur, c'est d'aller capter dans ce bouillonnement le signal dans le bruit et ce qu'on peut appliquer sur nos produits défense. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est multiforme. Alors, on parle start-up. Start-up, évidemment, c'est un des éléments de sourcing d'innovation, mais c'est un élément important. À côté de ça, il y a toute la recherche scientifique. Donc, la connexion à la recherche scientifique, c'est fondamental. Quelque chose qui est nouveau et sur lequel je voudrais insister, parce que finalement, c'est une source d'innovation qui est fondamentale, c'est aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs, dans les grands groupes. Un exemple, Safran a un accord de coopération avec Valeo. Donc pour rebondir sur ce que disait François, il y a dans le véhicule autonome, ça bouge énormément en automobile. Donc on a un accord de coopération qui couvre tout un tas de technologies qu'on échange, mais notamment sur le véhicule autonome. On travaille ensemble. On a des véhicules communs, on a un labo commun. Et donc, ça nous permet d'importer leur technologie directement. Et inversement, nous, on a à travailler sur des briques qui sont spécifiques à la défense, par exemple, le véhicule tout-terrain autonome, sur des zones non cartographiées, comment on fait. Donc, start-up, recherche scientifique, grand groupe, PME, ce qu'on appelle open innovation, gérer cet écosystème, le maintenir, être proactif et savoir transférer ça dans nos domaines. Troisième pilier, c'est passer à l'action. Donc, il y a évidemment la ligne de fond de technologie dont je parlerai après, mais il y a aussi démontrer rapidement, mettre des preuves de concept, mettre des démonstrateurs, pas forcément très coûteux, mais rapidement, qui permettent de tester des idées et de démontrer la viabilité technologique, de générer les usages possibles. Un exemple qui est dans la lignée de ce que je viens de dire sur Valeo. Avec Valeo, travaillant sur le véhicule autonome, et avec des startups, on a développé en 9 mois un véhicule autonome tout-terrain pour les forces armées, qui a permis d'échanger sur le concept d'opération, de le faire évoluer, et nous a amené à un PST qui s'appelle Furious, dans lequel on travaille sur ce type de véhicule. Donc, mais le fait d'avoir le prototype, c'est un élément clé,
Parce qu'on peut spécifier, on peut discuter, mais en fait, c'est sur le terrain qu'on voit si ça sert à quelque chose et ce qu'on peut en faire. Donc la vitesse, c'est aussi là, être capable d'aller à l'action. Bon, mais une fois qu'on a dit tout ça, là on a parlé de vitesse, d'intelligence, de connectivité avec l'écosystème, il reste la base, les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on peut innover que si on a des fondamentaux qui sont solides. Ça veut dire des fondamentaux technologiques. Il y a des technologies propres à la défense dont les temps de cycle sont très longs, les compétences sont rares et il faut les maintenir. La capacité à intégrer les technologies, à les valider, les qualifier dans les systèmes, en tant que tel, c'est une capacité de la BITD. Et donc, en fait, quand on interagit avec des startups, ce qu'ils n'ont pas, c'est cette capacité-là. Donc, notre rôle, c'est d'être capable, pour importer les technologies, de dire ça, je sais le valider dans un système et donner la performance, la garantir qui est demandée. Et j'ai la méthodologie qui sera acceptée. Donc ça, c'est très important d'entraîner cette capacité, de maintenir ses compétences et d'avoir le fond technologique pour pouvoir, au-dessus, faire de l'innovation à cycle long ou à cycle court. Je vous remercie. Vous avez parlé de vous connecter avec un écosystème d'innovation. Finalement, les liens que vous pouvez nouer avec vos partenaires externes, est-ce qu'ils sont structurés? Est-ce qu'ils sont affaires d'opportunités? Est-ce que c'est les deux à la fois? Alors, c'est les deux à la fois. Effectivement, il faut développer une culture d'ouverture vers l'extérieur qui permet de saisir les opportunités. C'est pas si évident que ça dans des domaines. Voilà, on fait de la navigation inertielle, par exemple, chez Safran ou chez d'autres. C'est pas les domaines traditionnellement les plus ouverts sur l'extérieur. Ils sont extrêmement secrets. Donc, développer cette culture de se dire, on peut aller chercher l'innovation extérieure et soyez opportuniste, c'est un élément. Mais d'un autre côté, ça s'organise aussi. Donc, dans les entreprises du CIDEF, on a fait un benchmark, on voit qu'on est organisé. Il y a des pratiques pour gérer les différentes formes d'open innovation, que ce soit les partenariats scientifiques avec des conseils scientifiques, avec des partenariats stratégiques, les startups au travers d'outils d'open innovation, alors ça vaut pour les PME aussi, mais également via de plus en plus des investissements. Donc on a MBDA qui a un venture capital, Safran en a un, d'ailleurs on a investi dans les mêmes entreprises dans certains cas. D'autres investissent via des fonds, donc indirectement. Le processus d'interaction avec des partenaires extérieurs, c'est des outils achats, c'est des capacités de sourcing, c'est du partage d'informations à l'intérieur des grands groupes. Donc, par exemple, chez Safran, on a industrialisé ça. On a un réseau de gens qui sont en charge de l'open innovation et qui ont des outils pour se passer les informations et capter, apporter des solutions aux gens qui ont des besoins. Donc, il y a des pratiques qui se développent et qui sont structurées. Voilà, c'est aussi une partie du know-how de recherche et d'innovation que d'avoir ces pratiques-là de gestion de l'écosystème. Alors, on a parlé tout à l'heure des différences de cycles qu'il peut y avoir dans l'innovation, des cycles longs de l'innovation. Comment s'adapte-t-on justement à ce cycle souvent long de l'innovation dans les technologies de défense et comment capter les technologies à cycle court et les ruptures dont on a également parlé tout à l'heure? Ça commence par réaliser que de toute façon, on aura ces deux échelles de temps. Donc il n'y a pas de solution unique, il ne faut pas que ce soit tout sur le cycle court. Et en même temps, on doit être plus rapide dans l'insertion des technologies. Quand on prépare un avion de combat sur le SCAF, on sait que sur le moteur, par exemple, et sur l'avion, on est parti pour 10-15 ans avant d'avoir la maturité. Donc ça, il faut le reconnaître. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit avancer au même rythme sur ces technologies-là qu'on le faisait dans les années 70 ou 80. Donc travailler sur les processus de simulation, sur nos méthodes de développement, porter des méthodes agiles. Bon, mais malgré tout, ça reste, par exemple pour les moteurs de la métallurgie, c'est long. Donc ça, il faut le reconnaître et avoir les outils. Par contre, il faut aussi plus développer l'innovation par les usages et la capacité à répondre rapidement à des besoins qui peuvent être plus simples ou à concevoir des systèmes et des méthodes pour pouvoir valider des modifications plus rapidement. Et ça, il faut admettre que notre philosophie historique et la façon dont on concevait les systèmes n'avaient pas ça pour objectif. Donc là, il y a un travail à faire qui reste encore largement à développer et qui doit nous permettre de faire mieux, d'être capable d'insérer les technologies sans tout redémontrer. Et puis peut-être une dernière question sur les... on a parlé tout à l'heure finalement des ressources humaines, du personnel, des profils innovants.
Donc on a eu la vision de la Direction générale de l'armement pour faire émerger justement ces profils innovants. Un profil innovant, c'est par définition quelqu'un qui va prendre des risques et qui est souvent en dehors des normes. Comment on fait pour le valoriser à l'intérieur de l'entreprise et garder ces personnes-là? C'est une vraie question, surtout dans des domaines comme les nôtres où on fait des systèmes critiques généralement, donc la maîtrise des risques, c'est fondamental. Tous autant que nous sommes, nous avons des initiatives pour valoriser la prise de risque. Par exemple, chez Safran, nous avons lancé un programme d'intrapreneuriat. C'est-à-dire, on incube des projets qui sont proposés par les salariés, alors qui sont dans la stratégie de Safran. Il ne s'agit pas de leur financer leur start-up qui n'a rien à voir avec le groupe. Quand on fait ça, on teste le management. On voit arriver des projets qui, en fait, sont des projets qui sont déjà des projets de l'entreprise. Et donc, le signal, c'est « je n'y arrive pas, je suis bridé, donc sauvez-moi ». Donc, on a des discussions difficiles. Mais clairement, il y a une attente des gens pour ce type d'outils. Et donc, si on ne leur apporte pas ce type d'outils, si on ne leur donne pas la capacité d'entreprendre, ils iront ailleurs. Dans les grands groupes ou ailleurs d'ailleurs, dans les startups, où ils pensent qu'ils auront cette expérience. Donc, on évolue et il faut une palette d'outils, dont ceux-là, pour montrer aux gens que la prise de risque est valorisée dans l'entreprise. Je vous remercie. François Chopard, vous êtes le fondateur et le directeur général de Starbust, qui est un incubateur entièrement dédié aux startups du secteur aéronautique et spatial. Alors, avant de commencer, peut-être que vous pouvez nous présenter les objectifs et le fonctionnement d'un incubateur accélérateur de startups comme le vôtre. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon après-midi. Et donc, Starburst est effectivement un acteur global, c'est-à-dire qu'on a démarré à Paris, mais aujourd'hui, on est implanté à Munich, on est implanté à Montréal, à Los Angeles, Singapour, et on est en train d'ouvrir d'autres bureaux ailleurs. Et moi-même, je suis basé à San Francisco. Et on est le seul incubateur accélérateur au monde à traiter des problématiques de aérospace, spatial et défense. Il n'y a pas d'autres acteurs comme nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille aussi bien avec l'écosystème israélien de défense qu'avec les Allemands, en France bien sûr, qu'avec les Américains. Et ce qui nous donne à la fois une ouverture sur ce qui se passe, mais aussi qui nous permet de comprendre un peu tous les mécanismes à la fois de financement, d'évolution des startups et tout ce qui se met en place à travers le monde. Un incubateur accélérateur, au final, de manière assez simple, c'est faire émerger des startups dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la défense, et puis les aider à grandir, se développer en trouvant des clients et en trouvant des fonds. Si on rentre un peu plus dans le détail, ce qu'on se rend compte, c'est que le cycle de vie d'une startup est devenu hyper normalisé. Et que chaque année, on a des jalons différents, un peu comme si on voulait manager un grand projet de la DGA. Développer sa start-up, pendant 10 ans, il y a des jalons quasiment tous les ans qui associent maturité technologique, maturité du marché et financement associé. Et donc nous, on a démarré sur l'accompagnement des startups entre leur phase d'amorçage, c'est-à-dire quand elles lèvent 1 ou 2 millions, et donc elles ont 2-3 ans d'expérience, une petite équipe, un concept technologique qui est un début d'intérêt du marché, jusqu'à leur phase de série A. Et donc passer de l'amorçage à la série A, ça dure entre 12 et 18 mois. Et la série A, c'est là où on va lever entre 5 et 10 millions de dollars. Dans certains cas, ça peut monter beaucoup plus haut. Et c'est là où, dans cette phase-là, on va avoir besoin d'une traction du marché, démontrer que sa technologie, son idée, a un potentiel de marché très important. Et sur ces bases-là, ça va permettre si on prend Boom, par exemple, je pense que tout le monde connaît Boom, c'est la start-up américaine qui développe un avion supersonique. Pour lever sa série A de à peu près 40 millions de dollars, ils ont démontré qu'ils avaient un intérêt pour leur avion supersonique, l'équivalent de 20 milliards de dollars de commandes. Donc c'est comme ça qu'ils sont démarrés. Et aujourd'hui, ils ont levé un peu plus de 100 millions de dollars et ils continuent de se développer. Ça ne va pas être simple, mais tous les ans, ils ont des jalons et ils ont des échéances qui font que s'ils les passent, ils trouvent d'autres investisseurs pour les accompagner plus loin.
Et puis nous, on a une start-up qu'on accompagne depuis 3-4 ans. Elle développe un drone logistique. Alors, un drone qui a une capacité d'emport de quelques tonnes. Donc, activité principalement logistique, mais aux États-Unis, c'est logistique militaire. Et puis ça a plein d'autres applications aussi. Et ils viennent de démontrer qu'ils avaient des LOI, donc des lettres d'engagement pour plus de 3 milliards. Et donc, ils sont en train de lever 25 millions de dollars à une valorisation pré-monnaie de 65 millions de dollars. Donc c'est ça accompagné, c'est ça un accélérateur de start-up entre la phase d'amorçage et la phase de série A, où après ça, une fois qu'on a levé 40 millions de dollars, on a les moyens de ses ambitions, on a les moyens de grandir plus par soi-même. Avant, ils utilisent des outils comme les nôtres, ils utilisent notre réseau, notre connaissance des VC californiens, des VC européens, des VC asiatiques pour lever des fonds, et puis la connaissance des corporates, de leur intérêt pour tel ou tel produit. On sait que Lockheed Martin, il y a un certain nombre de choses qui les intéressent, General Atomics, c'est autre chose, et ainsi de suite. Et ça, on le gère de manière globale, c'est-à-dire qu'on accompagne, on scout, donc on identifie à peu près tous les ans 1000 startups qui sont dans ce domaine d'intérêt à travers le monde. Plus de la moitié sont américaines, 40% européennes et le reste du monde. Et sur ces 1000 startups, on en invite une centaine à pitcher et nous, on en accompagne une vingtaine qui pour nous, on pense qu'elles ont le plus de potentiel. Ce qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps, et qu'on vient de lancer à Los Angeles, c'est un incubateur, c'est-à-dire que là, on va accompagner des startups qui sont plus jeunes, qui n'ont pas encore levé quelques millions de dollars, qui ont encore besoin de travailler leur business plan, leur business model, leur technologie. Cet incubateur-là, on vient de le lancer, financé par la NASA, financé par l'US Air Force, Lockheed Martin, Maxar, les Israéliens d'IAI, et puis un autre groupe où chacun a mis un demi-million de dollars, s'est engagé sur 3 ans, et ce qui nous permet de réinvestir une partie de cet argent dans les startups et de financer nos opérations pour accompagner ces startups. Et l'objectif, et on l'a lancé à Los Angeles parce que Los Angeles est devenue la capitale du spatial maintenant dans le monde, parce que c'est là qu'on a le plus gros écosystème de startups. On est juste à côté de SpaceX, on est à côté de la base militaire américaine du SMC, donc Space and Missile Command, qui est un des gros financiers. On est à côté de Boeing pour ses satellites. Et l'objectif, c'est pas forcément de reproduire SpaceX, mais c'est d'identifier les pépites qui vont alimenter ces grands groupes, qui vont permettre la nouvelle propulsion plasmique, un nouveau capteur de satellite, et ainsi de suite. Et c'est un nouveau modèle qui nous paraît très intéressant, alors qu'on essaie de développer en France, qu'on essaie de développer dans un peu tous les pays dans lesquels on est implanté, pour faire émerger des startups de l'aéronautique spatiale défense qui soient mieux préparées, mieux financées et mieux à même d'attaquer les étapes suivantes. Et donc c'est ça, un incubateur, accélérateur de startups, c'est qu'on est là pour les accompagner sur leur stratégie, mais sur leur financement, pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes au bout de quelques années. Très bien. Alors, toute la défense ne doit pas devenir une start-up, comme ça a été rappelé tout à l'heure, mais comment le domaine de la défense peut s'inspirer finalement des pratiques des start-up? Quelles sont celles à mettre en avant et qui peuvent être utiles pour la défense? Alors, je dirais qu'en France, on est tranquille, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des start-up dans le domaine de la défense qui est vraiment émergé. Enfin, moi, je n'en connais pas. Donc là-dessus, on a encore un peu de temps avant d'être submergé par les startups, l'aéronautique, du spatial et de la défense en France. Ce n'est pas le cas ailleurs. Et aujourd'hui, pourquoi on parle autant de startups et pourquoi le mot startup est devenu le mot magique? Pour moi, une des explications, c'est que parmi les 10 plus grandes capitalisations boursières au monde, plus de la moitié ont été financées et ont démarré sous un mode de start-up. C'est-à-dire que l'histoire de Steve Jobs, de Bill Gates et autres est assez connue. Ils ont démarré dans leur garage sans un sou, et puis des VC de la Silicon Valley ou de Seattle sont arrivés, leur ont donné leurs premiers millions, et c'est comme ça qu'ils ont démarré. Et donc, le modèle de la start-up est associé au VC, donc au venture capitalist, est devenu le modèle vertueux de création de valeur. Que ce soit dans le domaine de l'électronique, dans le domaine du logiciel, et aujourd'hui,
dans le domaine de la défense. Pourquoi on parle de start-up dans le domaine de la défense? Il y a pour moi 2 raisons. Il y a SpaceX. Est-ce que vous savez aujourd'hui à combien est valorisé SpaceX? Dernier tour de table, il y a 2 mois, ils ont levé 500 millions de dollars à une valeur de 31 milliards. Donc, si on compare ça à Ariane Group, il y a un écart et pourtant, ils font à peu près le même chiffre d'affaires. L'autre start-up en question, c'est Palantir, créé par Peter Thiel et Joe Lonsdale. Valorisation, et il prévoit de s'introduire en bourse cette année, 26 milliards de dollars. Donc voilà pourquoi on parle de start-up aujourd'hui et qu'on en parle dans le domaine de l'aéronautique, du spatial et de la défense. On reparle du supersonique aujourd'hui. Alors, certes, parce que la NASA a remis des financements sur le low boom à l'ordre du jour, mais parce que ce sont des start-up américaines qui ont remis le supersonique au goût du jour en se disant le Concorde n'existe plus. Il a été développé dans les années 60, on n'avait pas un logiciel de calcul, on faisait tout à la main. Aujourd'hui, avec des outils comme Dassault Systèmes ou autres, on peut développer ce genre d'outils, de produits beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc, c'est accessible à des startups. Et à notre dernier comité de sélection à Los Angeles, il y a 15 jours, on a une startup qui est venue pitcher d'Atlanta et qui a commencé par dire les startups de supersonique aujourd'hui, ils ont un problème, c'est qu'elles ne vont pas assez vite. Donc nous, on va développer un avion à Mach 5. Donc aujourd'hui, et les mecs sont solides, sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'instant où ils annoncent ça, la DARPA, l'US Air Force vont mettre les crédits qui vont bien, la NASA, et donc les mecs sont partis. Et bien sûr, ça intéresse les General Atomics, Lockheed Martin qui sont dans la salle, mais voilà ce qui se passe et voilà pourquoi on parle de start-up. Alors, comment on peut s'en inspirer? Enfin, quel est le principe de ces start-up? On y est revenu, mais un certain nombre de fois, mais on n'est pas que dans la start-up du logiciel ou de la digitalisation, c'est-à-dire que les mêmes principes s'appliquent à la start-up industrielle qui conçoit un produit ou une plateforme. Et donc, ça veut dire qu'il y a des jalons tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, le patron de la start-up, s'il n'a pas atteint ses objectifs, il n'a plus de financement et donc ça s'arrête. On a vu Firefly aux États-Unis, ils avaient levé 150 millions de dollars, ils étaient 300, du jour au lendemain, ils n'ont pas levé leur tour de table, et bien ça s'arrête. C'est assez simple. Alors, aux États-Unis, ils ont moins le problème, il n'y a pas de chômage, donc les mecs se recasent du jour au lendemain. Donc il y a moins ce souci-là, mais néanmoins, c'est la règle de base, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de marché ou si on n'a pas fait ce qu'il fallait, les financements s'arrêtent et puis tant pis. Un investisseur, lui, part du principe que quand il investit dans 10 startups, il y en a, grosso modo, 7 ou 8 qui vont mourir. Donc ça veut dire que si on veut les appliquer à des programmes de R&D de grands groupes, ça veut dire que quand vous, en début d'année, vous démarrez 7 projets, ça veut dire qu'à la fin de l'année, ou vous démarrez 10 projets, ça veut dire qu'à la fin de l'année, il y en a 7 que vous arrêtez. Et 3 que vous allez financer un peu plus jusqu'à l'étape d'après. Ça veut dire aussi que sur les 10 projets, il y a forcément des projets concurrents. C'est-à-dire que moi, en tant qu'investisseur, je ne vais pas investir dans une start-up de fusée, mais je vais investir dans 4 ou 5 parce qu'au final, je ne sais pas laquelle va réussir. Et donc, c'est ça les principes fondamentaux de la start-up, et qui sont vraiment antinomiques avec ce qu'on peut faire dans les grands groupes. Et les grands groupes, moi, j'ai énormément travaillé chez Airbus en tant qu'ingénieur au début et consultant par la suite. Donc je vois bien comment ça fonctionne. Et puis, au final, ce qui compte, c'est les financements. Et les financements, ils viennent s'il y a un marché. À la limite, la technologie, je ne dirais pas qu'on s'en fout, mais pas loin. Et encore une fois, et du coup, c'est antinomique. Parce que ce qu'on veut, au final, c'est répondre à un besoin du client. Que ce soit la technologie A, B ou C, on s'en fout. Mais par contre, on veut l'équipe qui va piloter la startup, qui va switcher de technologie au dernier moment, si ça a plus de sens, si ça crée plus de valeur pour le client au final. Et ça, encore une fois, c'est antinomique. Mais pourtant, c'est ce qui a fait le succès de ces startups et c'est ce qui fera le succès de ces startups encore. Boom, aujourd'hui, alors, est-ce qu'ils ont choisi leur moteur ou pas? Est-ce qu'ils ont un moteur ou pas? Mais ce n'est pas le sujet, parce qu'au final, ils vont en avoir un. Et sinon, ils s'arrêteront. Mais ils peuvent changer de moteur jusqu'au dernier moment. Ça marche moins bien. Merci. Et ensuite, mais on peut revenir dans la question d'après, sur le financement. Oui. C'est pas préparé. Alors, vous avez souligné qu'il y a très peu de start-up finalement dans le domaine de la défense.
comment on peut faire France. en France Ouais. Comment on peut faire pour les inciter à s'investir, et donc peut-être la question des financements. Oui, qui est le dernier point, qui est un point assez majeur, hein. Et alors, au-delà du fait que, alors je reprends souvent le modèle américain, mais on pourrait prendre le modèle israélien, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 pays dans le monde, en tout cas dans le domaine de la défense, qui maîtrisent quasiment toutes les plateformes, que ce soit navales, aériennes, sol, spatiales. Ce sont les Américains, les Français et les Israéliens. Et pourtant, chacun de ces pays a des budgets complètement différents, et malgré tout, ils y arrivent. Mais ici, on a plutôt tendance à regarder le modèle américain, un peu moins les Israéliens, mais reprenons le modèle américain. Sur les financements, encore une fois, il y a des différences majeures sur la manière dont ils financent la R&D, et que ce soit la DARPA, que ce soit la NASA, que ce soit l'US Air Force ou d'autres, et des principes assez structurants. Oublions les budgets et reprenons plutôt les pourcentages ou les ratios, hein, parce que si on prend la DARPA, le seul budget de la DARPA, c'est 3 milliards de dollars. Si on reprend le budget R&T de l'US Air Force, c'est entre 1 et 2 milliards de dollars, et la NASA, c'est 16. Hein, donc c'est clair qu'on ne peut pas se battre sur la valeur absolue des montants. Par contre, ils ont un mécanisme de financement, encore une fois, basé sur ces jalons, et qui s'appelle les SBIR. En tout cas, c'est pour les petites structures, hein, le Small Business Innovation and Research, qui consacre 3% des financements qui sont donnés aux grands groupes pour les petites structures. Et c'est dans la Constitution. Et là-dessus, alors c'est un peu de paperasse, mais ça permet à des startups from scratch d'avoir un premier grant, une première subvention de quelques centaines de milliers de dollars pour démontrer l'étude et la viabilité, l'idée du produit. Et puis si ça se passe bien au bout de 9 mois, ils ont $1 million pour aller un peu plus loin. Et si encore une fois ça se passe bien, là on a des startups comme Made in Space qui développent un concept de fabrication dans l'espace qui assez rapidement ont récupéré un budget de $20 millions. Hein, donc cette structuration progressive des financements avec des jalons, mais avec plusieurs conditions, c'est que premièrement, il n'y a pas de limitation de budget, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème à faire des chèques de $50 millions à une équipe de 10 personnes, ça ne leur pose pas de problème, ou considérer une start-up comme un prime, pareil, ça ne leur pose pas de problème. Ensuite, ils ne demandent pas d'équivalent en capital, hein, c'est-à-dire qu'à la différence des rapides, où rapide c'est 800 000 euros aux dernières nouvelles, et il fallait matcher à peu près l'équivalent capital, il n'y a pas d'équivalent capital. Et puis c'est du financement à 100%, et qui aujourd'hui, en tout cas en France et en Europe, financement à 100% de projets, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein, alors que chez eux, c'est la base. Et donc tout ça fait que, et le corollaire, c'est que les VC l'ont bien compris, hein, donc maintenant cet argent d'État, ça s'appelle de l'investissement non dilutif, hein, c'est-à-dire que c'est comme de l'investissement tellement les contraintes liées à ce financement sont faibles, hein, c'est-à-dire que même quand on discute avec la NASA et quand ils allouent ces budgets, ils mettent aucun objectif, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent surtout pas que la start-up n'atteignent pas ces objectifs parce que ça pourrait l'empêcher de récupérer d'autres financements. Donc il n'y a aucun objectif, c'est vraiment de l'argent pour développer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, je parlais des VC, c'est-à-dire que maintenant les VC ont un modèle où ils vont quasiment matcher en capital les montants reçus par ces agences. Et ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on travaille avec certains VC, il y a 2-3 VC dans la Silicon Valley, un qui s'appelle 8VC, qui est le VC de Joe Lonsdale qui a fondé Palantir, et puis un autre qui s'appelle DCVC. Eux, ils ont un nouveau postulat sur la défense, qui est de dire on n'a plus confiance dans le Pentagone et dans l'administration pour développer les armes du futur. Et donc, nous VC, les deux ont chacun des fonds de quelques milliards. On va investir nous-mêmes dans les startups de la défense. Et donc c'est comme ça qu'on commence à voir émerger une startup qui s'appelle Anduril, qui a été fondée par le fondateur de Oculus qui a revendu 3 milliards à Google. Donc c'est bon, le mec il a des sous, il a démarré son projet et il développe des armes.
hein. C'est lui qui est derrière les projets de pylônes, donc du mur virtuel du Mexique, et puis des drones armés au sol, dans les airs. Tout ça financé par des VC qui n'ont plus confiance dans le Pentagone pour défendre les Américains et, sous-entendu, de la Chine, hein, parce que les Américains sont en guerre avec la Chine. Et donc, il y a un changement de paradigme, hein, c'est-à-dire que on a vu ces 20 dernières années émerger des géants du numérique. Il y a de grandes chances que dans les 20 années qui viennent, on voit émerger de nouveaux géants de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Je vous remercie. Voilà. Emmanuel Sabonadière, vous êtes directeur du commissariat à l'énergie atomique LETI. Alors, on connaît les activités dans le nucléaire civil et militaire du CEA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le LETI et comment il est lié à l'innovation du secteur de la défense ? Très bien. Écoutez, le LETI est effectivement l'outil qui a été créé par le général il y a bien longtemps pour suivre et anticiper les mouvements dans la microélectronique. Le modèle américain, il fait rêver, il nous met la tête dans les étoiles, mais il nous met à l'envers aussi, puisque c'est un modèle qui, de toute manière, est fait pour faire de l'argent. Et dans la microélectronique, on l'a bien vu, ils ont été tellement forts qu'aujourd'hui, le moine lithographie, c'est 250 millions d'investissements. Il y a plus de 3 joueurs au monde, TSMC à Taïwan, Samsung en Corée et Intel qui est en train de perdre son rôle. Donc on voit bien que le modèle pousse et pousse loin et fait rêver, mais c'est un modèle qui quand même doit être basé à la base sur des technologies solides sur lesquelles on puisse avoir des éléments disruptifs. Nous les avons ici, nous les avons en France. Et nous les avons grâce notamment à des plateformes comme celle dont je suis responsable. Nous avons des salles blanches assez uniques au monde, qui sont à la fois de l'optique photonique et nous permettent d'aller jusqu'aux 300 mm, qui sont les outils pré-industrialisation pour demain. Et nous avons aussi des belles passerelles. C'est-à-dire que historiquement, avec 50 ans d'expérience, le LETI a longtemps travaillé avec la DGA, travaille avec des grands partenaires comme Safran. Et avec le LETI, la DGA était venue nous voir il y a à peu près une trentaine d'années pour nous dire, écoutez, il faut durcir nos composants électroniques, il faut les durcir aux radiations, et si on fait du packaging, c'est des couches de plomb qu'on va mettre sur les microcontrôleurs, et ça, c'est pas admissible, qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Et là-dessus a été inventée une technologie, une couche isolante qu'on a mise sur le silicium, et cette couche isolante a permis finalement de faire des composants durcis, mais en même temps, dans 99,9% de vos portables, et vous en avez tous, toute la partie radiofréquence aujourd'hui est faite à partir du PDSOI. Le PDSOI a permis de créer une start-up. Cette start-up s'appelle Soitec. Elle est valorisée 2,6 milliards aujourd'hui. Et ça, c'est du concret, du factuel. Ce n'est pas du rêve. Ça se développe et ça continue à se développer aujourd'hui. Et c'était un transfert de technologie réussi en France, finalement, entre une demande de la DGA et la partie civile qui a pris cette technologie, qui en a fait une autre, qui, elle, n'est plus duale, qui est le FDSOI et qui sera probablement une des grandes technologies de demain dans les microprocesseurs. Voilà, des exemples comme ça, on en a beaucoup. On a eu les MEMS. Je fais attention à ce que je vais dire, puisqu'on a eu notre ancien contrôleur dans la salle. Sur les MEMS, pareil, on avait créé des accéléromètres à l'époque pour les airbags. Des airbags, la défense était venue nous voir en disant on veut pouvoir détecter les secousses sismiques quand il y a une explosion nucléaire dans le monde entier à tout moment. Et de la spécificité qu'on a pu mettre dans les capteurs microélectroniques, on est arrivé finalement à faire une start-up qui aujourd'hui a fait tous les accéléromètres. Pareil, accéléromètre, quand votre écran tourne, quand vous tournez le portable, c'est qu'il y a des accéléromètres qui détectent cette partie-là, et il y a des accéléromètres dans de plus en plus d'éléments de demain. Il y a d'autres endroits où nous gardons nos technologies pour nous les Français, nous la défense, l'infrarouge, on est les meilleurs au monde. On détecte les avions avant les autres grâce à nos technologies infrarouges. Donc là, c'est vraiment des organes de souveraineté nationale que nous gardons et sur lesquels nous recevons des financements pour effectivement les garder et les garder bien au chaud et surtout pas en faire des start-up ou en tout cas des start-up qui feraient que notre savoir-faire risquerait d'être dilué. Donc voilà. Donc le CEA était plutôt connu au départ pour la dissuasion, pour la propulsion, ça c'est la partie arme avec la dame, pour le nucléaire, avec aussi toute la transition énergétique vers les nouvelles technologies de l'énergie. Mais la DRT et le LETI, nous sommes là, à peu près 2000 chercheurs,
350 millions d'euros de budget, dont plus de la moitié par des contrats industriels. Nous sommes là pour assurer ce socle dont parlait Stéphane, de transfert de technologie et de facilitation du transfert de technologie en France. Les GAFAM viennent travailler avec nous. Ils demandent d'être extrêmement confidentiels, mais les imageurs que l'on retrouve sur un certain nombre de téléphones portables sont issus de technologies de chez nous. Facebook, on en parle pour demain, viendra imaginer de la réalité virtuelle à partir de technologies de chez nous. Donc nos plateformes sont vraiment au meilleur niveau mondial. Et c'est comme ça qu'on juge si on est au meilleur niveau mondial. C'est si le monde vient travailler avec vous. Ce que l'on attend, et ce que l'on attend de vous, de nous, c'est finalement de nous faire challenger. On est un petit peu scolaire dans notre approche des problèmes ou des challenges ou des programmes. Stéphane l'a rappelé, aujourd'hui on attend des challenges, on attend de nous mettre à disposition un certain nombre de grands défis et de voir si nous sommes capables de relever ces défis. C'est un peu ce que fait la DARPA quand elle demande au robot Atlas de faire son saut périlleux arrière. Ça n'a rien de fascinant en tant que tel, mais c'est très fascinant et c'est un défi. Et au bout de 18 mois, il faut regarder si ça fonctionne ou pas. Voilà le genre de défi sur lequel nous pourrions encore nous améliorer, nous en France, pour aller encore plus vite dans nos logiques d'innovation. Vous nous avez donné des exemples finalement d'innovation défense qui avaient servi le civil. Quelle est pour vous la place de l'innovation civile? Comment elle peut servir la défense? Et quelle complémentarité finalement on peut avoir entre les deux types d'innovation? Est-ce que c'est jusqu'à un certain stade de recherche? Est-ce que c'est au niveau des financements? Quel type de complémentarité on peut trouver? Alors Bruno Le Maire était à Grenoble vendredi pour lancer le plan Nano 2022. Donc le plan Nano 2022 est un plan civil qui permet avec les grands industriels du secteur, ST Microélectronique, Soitec et d'autres, de lancer, et je vais dire un gros mot, l'intelligence artificielle embarquée. Donc sur l'intelligence artificielle en tant que telle, la France est extrêmement bien dotée en logique logicielle avec l'INRIA, CNRS et les gros calculateurs que l'on achète. Et l'étape d'après de l'intelligence artificielle sera évidemment de passer de du calcul central, de l'apprentissage central, vers l'apprentissage délocalisé. Aujourd'hui, si une voiture autonome arrive à passer enfin, après 3 ans, l'Arc de Triomphe, le passage de l'Arc de Triomphe à 6 heures du soir sans tout défoncer sur son passage, c'est parce que les systèmes apprenants et les systèmes d'apprentissage sont capables de faire cet apprentissage, ont été capables de faire cet apprentissage. Le seul problème, c'est que le coffre est plein de calculateurs et de batteries pour pouvoir soutenir ce calcul-là. Les calculs de demain se feront en intelligence artificielle embarquée et les avances que prennent aujourd'hui les industriels du secteur, et notamment ce défi-là au niveau civil se fera au niveau européen, puisque les 3 gros centres de recherche de microélectronique mondiaux sont l'IMEC en Belgique, le Fraunhofer en Allemagne et le LETI CEA en France. Ces 3 organes se sont mis d'accord, ont rentré à un projet très innovant autour de l'intelligence artificielle, et on pense qu'en termes de technologie profonde sur la microélectronique, on a probablement en Europe, de quoi faire absolument la différence par rapport aux technologies de type américaine ou autre. Et donc, ce qui est fait sur l'intelligence artificielle embarquée pour le civil doit trouver sa résonance sur la partie militaire. On peut effectivement faire des encres de sécurité dans les substrats, on peut avoir des logiciels sécurisés, embarqués et sécurisés au-delà. Donc, c'est ce qu'on appelle le Trusted Edge IA. Et là-dessus, je crois qu'on a des jolis défis à relever ensemble pour effectivement profiter d'un programme et de l'autre sur des bases de technologies souveraines pour pouvoir avoir une jolie développement en Europe. Ça portera sur ce qu'a rappelé Stéphane, le véhicule autonome. Donc le cas du passage de l'Arc de Triomphe n'est que le début des questions de véhicules autonomes. Les Allemands sont extrêmement agressifs sur ces notions de véhicules autonomes et d'embarquer de l'électronique. L'électronique représente aujourd'hui à peu près 12% de la valeur ajoutée d'un véhicule. Celui que nous conduisons aujourd'hui, il représentera plus de 35% à horizon 2027-2030. Donc il est important que cette révolution bénéficie aux civils, évidemment pour l'automobile, mais également que la défense y trouve tout son intérêt. Alors, le CEA est un RTO, une organisation de recherche et de technologie. Elle fait partie d'associations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les atouts d'un RTO comme le CEA ? J'ai passé ma vie, moi, dans l'industrie, donc je trouve que j'ai beaucoup travaillé avec des RTO. Le RTO, c'est un endroit où on ne cherche pas à faire des bénéfices.
Donc ça a au moins cet avantage-là, et l'argent que l'on fait, on le réinvestit, en plus de l'argent qu'on nous permet de réinvestir. Donc quand je remets 120 millions d'euros dans les salles blanches pour les avoir au meilleur niveau mondial, c'est une garantie finalement de travailler avec, avec un partenaire au plus haut niveau. Le CEA, depuis très longtemps, travaille avec la défense et à ses habitudes de confidentialité, à ses habitudes de travail. Et il est important que les technologies que nous développons bilatérales ne fuitent pas vers d'autres acteurs qui viendraient travailler avec nous. Et ça, c'est tout un apprentissage de confiance et la capacité de développer cette confiance au fil du temps qui est véritablement important et qu'apporte un RTO. Et enfin, RTO, ça permet de faire un écosystème solide qui fait du prototypage. Donc, c'est beaucoup plus que simplement un partenaire académique. C'est le pont qui doit exister entre l'académique et l'industrie. Et c'est ce rôle-là qui existe en France autour de la DRT, et notamment avec le LETI, qui est une des parts importantes de la DRT. Alors, je vous remercie l'ensemble des participants, et puis on va peut-être passer aux questions de la salle. François Chopard voulait réagir avant. Oui, moi je voulais juste réagir sur 2 points. La première, c'est que moi, le modèle américain, plutôt que de me fasciner, il m'inquiète. J'ai plutôt tendance à être inquiet quand je vois ce modèle américain. Et pour une autre raison, c'est que les Chinois sont en train de le copier à une échelle 10 fois supérieure. Le deuxième point, c'est qu'en France, on a, je dirais pas les meilleurs ingénieurs, les meilleurs labos, mais on a les mêmes, on est aussi compétents, on développe des technologies qui sont aussi performantes que les Américains et que tous les autres pays dans le monde, et on n'a pas à rougir. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, il vient quand on a les meilleures technologies et les meilleures inventions, mais qu'on a encore 9% de chômage. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Et on a des ingénieurs qui sont payés entre 60 et 80 000 euros par an. Aux États-Unis, un ingénieur dans le domaine du spatial à Los Angeles, il est payé 300 000 $. Donc ça veut dire que comment on transforme ces meilleures technologies en un vrai business, en de l'emploi et en de la valeur et en pouvoir d'achat pour la France et pour les Français. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que la technologie pour la garder pour soi-même, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous fait vivre tous les jours. Merci François Chopard. Donc je vous laisse vous manifester pour poser quelques questions aux différents intervenants de la table ronde. Bruno Stoufflet d'Assaut Aviation. Je voudrais savoir ce qu'on appelle une start-up dans le monde de la défense, hein, parce que François Chopard a déploré le manque de start-up de la défense, du domaine de la défense en France, parce que ça semble un peu contradictoire, parce qu'on dit il faut aller tirer le maximum de technologies venant du civil, et que c'est là où il y a beaucoup d'innovation. C'est vrai dans le monde, dans les technologies grand public notamment. Et puis pour les startups, il est difficile de capturer l'usage dont parlait Stéphane Cueil, c'est-à-dire l'usage du monde militaire, il n'est pas sur la place publique. Donc pour une startup, quelle est finalement la valeur que je vais apporter d'un point de vue usage ? C'est pas forcément très très évident. Et moi je vois que dans ce qu'on a mis en place dans le cadre d'un PEA qui s'appelle Man-Machine Teaming avec Thales sur l'apport de l'intelligence artificielle pour les futures opérations aériennes et pour les futurs cockpits d'avions de combat. En fait, on allait chercher des startups du civil qui, elles, apportent des technos que nous, on les amène à ce qu'elles servent au monde militaire. Hein, c'est pour faire de la trajectographie intelligente, d'interprétation de situations tactiques, ce que j'appelle la situation tactique sémantique. Et en fait, je pense que c'est l'association entre startups qui ont une techno et puis je dis grands groupes, mais ça peut être aussi des moyens groupes ou des petits groupes qui connaissent le monde de la défense, où là on peut trouver le transfert qui amène de la valeur pour un futur produit. Alors je voulais avoir ton avis là-dessus. Mais ouais, Bruno, si tu regardes sur MMT, des vraies startups, il n'y en a pas tant que ça. Hein, il y en a une dizaine quand même. Et c'est pas des startups. On va retrouver IBM, on va retrouver Sogeti. Non, pas du tout. Il y a des vraies startups. Sur les 20, il y en a 3. Hein.
Non, mais tu as raison que c'est pas forcément facile d'en avoir. C'est même dur. Sur le Hein, monde mais de la défense. Tu as raison. Ensuite, une start-up de la défense, effectivement, dans la plupart du temps, SpaceX c'est un contre-exemple, mais c'est une technologie qui existe, hein, et qui va s'appliquer, qui va trouver son cas d'usage principal dans le domaine de la défense. Mais après, est-ce qu'une start-up qui développe un drone de 10 tonnes est une start-up de défense? A priori, non. Sauf qu'aux États-Unis, toutes ces start-up-là deviennent des start-up de défense. Elle n'avait pas l'intention au départ de proposer un système pour la défense. C'est l'association de différents acteurs qui a fait. Mais par contre, c'est assez facile d'aller rencontrer les différentes armes. Hein. Ils sont assez ouverts pour travailler un business case. Et puis on va retrouver, ça peut très bien être un ancien militaire. En tout cas, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui basculent pour créer leur boîte pour répondre à un besoin. Et si je puis me permettre, on a 65 startups au Celeti, donc on en voit passer ça. On en voit passer quand même quelques-unes. Certaines sont devenues des licornes, comme je l'ai rappelé. Moi, ce que j'ai pu noter, ce que la DARPA est aussi beaucoup venue nous voir, c'est que très souvent, on voit des sujets qui sont finalement des sujets qui peuvent servir à la défense, mais plein d'autres choses, et sur lesquels, parce qu'il y a un financement DARPA, ça fait partir du côté start-up soi-disant défense. Exactement. Nous avons une belle start-up qui est d'ailleurs beaucoup plus qu'une start-up, qui est une EPI maintenant dans la région grenobloise, qui a effectivement une techno duale, hein, et donc qui est à moitié défense, moitié civile, et qui renvoie de l'un à l'autre en faisant très attention au transfert de techno et comment on le fait, et qui grossit des deux domaines, dans son domaine, mais sur les deux côtés, à la fois civil et défense. Le rôle de la DARPA de venir lancer des projets super intéressants. On nous a demandé de travailler dans les plis du cerveau pour essayer de retrouver la vue par stimulation microélectronique. Donc, vous voyez, on peut aller dans des trucs un peu sexy, quoi, qui donnent envie. Moi, je suis assez prudent et j'espère que l'agence d'innovation ne va pas s'amuser. Je sais que ça ne sera pas un jeu, mais à juste pousser du hurrah technologie, quoi. La France est devenue championne du monde de foot, c'est pas parce qu'on fait du hurrah football, c'est parce qu'il y a quelque chose de structuré. Et je pense qu'on a un socle technologique très lourd, très solide. On a des grands groupes structurants qui eux-mêmes se sont organisés pour accélérer, suivant les constantes de temps, un certain nombre de choses. Il y a des RTO en France, donc je pense qu'on a un vrai terreau lourd de faire des choses extrêmement intéressantes, dont les startups, mais pas que les startups. Compléter aussi la réponse, peut-être que ce qu'il faut prendre en compte, c'est la définition de ce qu'on appelle une start-up défense. On l'a vu, est-ce qu'on considère une start-up défense quand elle est financée par la défense, quand elle réalise un projet pour la défense? Et là, si on considère qu'elle est financée par la défense et que c'est une caractéristique, on va voir qu'aux États-Unis, la politique industrielle passe beaucoup par la défense. Et donc, quand on regarde l'évolution, aux États-Unis, les crédits publics à la défense, à la recherche de défense, n'ont pas baissé tant que ça, alors qu'en France, les financements directs à la défense ont beaucoup baissé et ont été remplacés par le crédit d'impôt recherche qui, lui, va s'adresser à toutes les entreprises. Merci pour vos réponses. Bonjour, une question dans le fond. J'ai le droit, c'est bon? Oui. Allez-y. Bonjour, François Matin, je suis le directeur de l'innovation et des affaires publiques du J4. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit là en complémentarité. Il existe un accélérateur de start-up dédié à la défense et à la sécurité. Il s'appelle Generate, qu'on a créé il y a 2 ans, que je co-dirige avec ma collègue Mathilde Herman, et dont un certain Emmanuel Kiva était le président du jury de sélection. Donc l'écosystème défense, de start-up défense existe en France, puisque nous, aujourd'hui, on en accélère exactement plus de une petite trentaine, sachant que sur la trentaine, on en a plus de 120 en 1 an et demi qui nous ont sollicité. Donc l'écosystème aujourd'hui des startups de la défense, ils existent. Ils sont très dynamiques dans un domaine totalement diversifié. Là, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas uniquement partir dans le software. Il y a aussi des trucs très concrets sur des nanomatériaux, sur de la mobilité. Et là, pour nous, les accompagner depuis maintenant 2 ans, il y a de très belles réussites. Elles ont réussi à faire des très beaux partenariats avec des belles levées de fonds, avec des VC, que ce soit MBDA, des partenaires industriels avec Nexter, également d'autres avec Airbus. Donc l'écosystème s'organise très bien. Et là où on voit, c'est que la DGA joue son rôle, notamment avec les rapides. La DGA fait un super travail avec accompagner ces startups avec les rapides. Def Invest, on échange beaucoup avec eux énormément et on travaille très bien avec eux. Donc l'écosystème y existe. Et là où, par contre, on a une vraie vallée de la mort, c'est surpasser l'étape post-rapide, où quand il faut dépasser, on va dire, la subvention et l'amorçage, quand il faut partir en série A,
Là, le financement en France n'existe plus. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où la défense, ça fait peur parfois pour des questions de compliance ou d'image pour le secteur des investisseurs. Et deux, la temporalité de la défense fait que pour les investisseurs, quand ils comprennent que c'est peut-être on va déboucher sur un contrat structurant au bout de 2, 4, 5 ans, pour un investisseur, lui, sa sortie, il veut la faire souvent avant. Et donc là où il y a le vrai problème, c'est pas sur le fond, on a des ingénieurs, des start-upers, des innovateurs dans les grandes entreprises qui sont brillants, on a parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Le problème, c'est que derrière, c'est au niveau investisseur où je trouve qu'il y a un vrai manque en France. L'État est en train de se mettre en place, l'AID est en train de lancer énormément de choses, mais c'est plutôt les investisseurs privés où il y a pour la peine une vraie pédagogie à faire du monde de la défense vers ces gens-là en disant investissez dans la défense. Il y a des très belles pépites qui attendent qu'à décoller et il n'y a pas que aux États-Unis où il ne faut pas se dire ok, en France, on ne lèvera jamais des choses à 100, 200, 300 millions dans la défense ou encore moins en milliards. Il ne faut pas faire comme les États-Unis, il faut faire différemment. Et en France, le modèle gaulois parfois peut tirer de belles pépites et on a quelques exemples qui sont d'ailleurs dans la salle. Merci. Oui, alors il y a eu des compléments du côté civil, puisque la BPI a lancé son fonds Deep Tech et très souvent il y avait de la deep technologie qui était liée à ce qui était développé pour la défense ou dans la défense. Donc il y a son pendant civil avec Deep Tech qui peut aider. Et effectivement, après, il y a une vraie question des investisseurs et du goût du risque des investisseurs. Mais ça, c'est des investisseurs privés. Mais ça, je dirais que c'est un débat un peu plus large. Mais il existe quand même des outils. Et ces outils Deep Tech n'existaient pas il y a encore un an. Et aujourd'hui, permettent de justement mieux soutenir sur la levée de série A ou de série B des startups ayant démarré. Pour votre remarque là, sur la vallée de la mort et le creux de financement entre Rapide et la suite, Definvest est aussi un outil. Et la volonté de Definvest, c'est pas de prendre une part majoritaire, mais une part minoritaire, et justement entraîner d'autres investisseurs dans ce sujet-là. Donc on a bien conscience de cette lacune. Definvest a vocation, sur des technologies et des idées novatrices, d'accompagner pour justement passer ce cap entre le démonstrateur et le produit industrialisé. Donc on a bien cette démarche-là. Et Emmanuel, tu veux compléter ? Oui, rapidement, parce que je ne vais pas monopoliser non plus, j'ai beaucoup parlé. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure que je ne présenterais pas l'agence, donc je ne vais pas la présenter. Mais ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il y a un certain nombre de modes de financement qui existent, qui marchent, par des rapides. Les chiffres ne sont pas les bons, mais on pourra en reparler. Mais c'est 800 000 euros, effectivement, de moyenne, mais ça va jusqu'à 75% de subvention. Et puis, il y a des rapides à 2 millions, il y a des rapides à 3 millions. Comme il y a des rapides à 100 000 euros. Donc on a des outils, il y a Rapide, les Astrid Maturation, on a effectivement Definvest, mais jusqu'à maintenant, et c'est normal, c'était des outils qui étaient relativement dissociés. Notre défi aujourd'hui, c'est de faire de l'innovation de bout en bout. Donc, et de l'innovation de bout en bout, ça veut dire le chaînage dans les dispositifs, identifier là où, si vous me permettez l'expression, il y a des trous dans la raquette, et comment on fait pour passer à l'échelle. Et ce sont les chantiers sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui font l'objet d'une réflexion avec 2 documents, une instruction ministérielle sur l'innovation de défense, sur la gouvernance et les processus, et le document d'orientation d'innovation de défense, qui, lui, sera présenté à la ministre en avril. Et donc j'espère qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais on va vous proposer un certain nombre de pistes permettant justement, et comme le soulignait François, de combler cette vallée de la mort et de permettre d'éviter en particulier le délai entre la fin d'une subvention ou d'un dispositif de financement et une acquisition, une accélération, un passage à l'échelle. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, je ne sais pas qui disait qu'on ne s'intéresserait pas au financement. Je n'ai pas de barrière mentale. Et on est en train de réfléchir à la manière dont nous pouvons, seuls ou avec des opérateurs, nous intéresser au financement en fonction des différents stades sur lesquels on pense que ça serait intéressant de se focaliser. Et je disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas dans une logique d'amorçage, on va être plutôt dans une logique d'accélération des survivants que nous aurons identifiés dans le domaine. Voilà. Ouais, plusieurs remarques. Pour revenir sur les startups de défense, combien de startups apparentées au domaine de la défense ont levé plus de 10 millions d'euros. Moi, j'en connais pas beaucoup. Alors peut-être une ou deux, mais j'en connais pas beaucoup. Quand on parle du fonds de la BPI Deep Tech, effectivement, 400 millions d'euros, mais c'est des investissements qui sont limités à 250 000 euros par start-up. Donc avec ça, c'est bien pour amorcer, mais on ne va pas bien loin. Et ce n'est pas de l'investissement en direct, c'est des obligations convertibles.
Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui et si on parle d'EFINVEST, super initiative, 50 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'avec d'EFINVEST, si je veux investir dans des startups en série A et mettre des tickets de 10 millions d'euros, je peux investir dans 5 startups sur 4 ans. C'est bien, mais si on considère que c'est suffisant, moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Notre but, c'est d'avoir un effet de levier. On ne fera jamais ça tout seul. Le but, c'est d'avoir un effet de levier. Parce qu'on rentre dedans, on rend crédible la technologie ou le projet, et on espère que d'autres personnes nous accompagneront avec des effets de levier beaucoup plus forts. Et si on reprend quelques chiffres, la France, en termes de capital risque, c'est à peu près 2,5 milliards d'euros. L'Allemagne, c'est à peu près pareil. Le capital risque à Los Angeles, c'est la France plus l'Allemagne réunie. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et c'est juste Los Angeles qui n'est même pas la plus grande ville en termes d'investissement dans le capital risque. Si on reprend les investissements dans le spatial, l'année dernière, les startups françaises ont investi peut-être, ont levé entre 5 et 10 millions d'euros dans le domaine du spatial, qui peut être considéré comme un domaine de la défense. L'investissement mondial dans les startups du spatial, c'était 3 milliards. Donc l'investissement dans les startups du spatial en France, c'est 1/1000 de ce qui est investi dans le monde. Et donc 3 milliards, c'est 2 fois le budget du CNES et c'est quasiment 2 fois le budget de la JAXA, qui est l'agence japonaise aussi très active. Et finalement, qu'est-ce qui explique ces différences de fonds parce que on pourrait les expliquer, ces différences de fonds de financement, d'une part au niveau historique. Il y a eu des périodes où il y a eu des fortunes qui ont été faites aux États-Unis dans ces technologies-là, qui se réinvestissent après dans le domaine. Il y a peut-être aussi au niveau des financements des retraites, qui n'est pas du tout pareil, et donc il y a des masses de financement qui sont beaucoup plus importantes. Donc est-ce que finalement, c'est une question de structure ? Et est-ce que la France peut se rapprocher du modèle américain pour lever autant de financement ? Je vais répondre, et puis après, effectivement, les fonds de pension les fonds de pension et les fonds de dotation universitaire sont les premiers financiers des VC américains. Les Américains, effectivement, ont gagné énormément d'argent avec un système d'imposition sur le capital qui est complètement différent. Et enfin, le mécanisme américain qui s'appelle le SBIR, qui permet d'allouer 3% des budgets vers ces petites entreprises, est un mécanisme qui n'existe pas ni en France ni en Europe. Après, une remarque, c'est qu'on a quand même une difficulté de fond, c'est-à-dire qu'on investit dans des entreprises parce qu'elles vont rapporter de l'argent. Donc déjà, on a du mal en aéronautique civile parce que il y a un temps de retour qui est long, vu que les gens savent que les cycles sont longs. Mais en défense, on est sur un marché qui n'est pas mondial. Enfin, il est très, très réglementé. Donc si vous avez un gros marché, l'investisseur sait que, OK, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais derrière, si je vends à l'US Army, si je vends à l'armée française, ce n'est pas le même volume. Et je sais que si je vends à l'armée française, je ne vendrai pas forcément à l'armée allemande. Donc ça veut dire... Et là, c'est un problème de fond. Et c'est le problème qu'on a dans le digital sur le fait qu'on n'a pas un marché européen, que pour une boîte française, il y a un problème de langue. Donc, en fait, on a ce problème-là. Alors, il ne faut pas être défaitiste, mais c'est un problème quand même qui explique, indépendamment de la disponibilité des fonds, c'est aussi une difficulté, le marché accessible. Alors, il y a des cas où c'est pas vrai, où on peut vendre à l'export, mais c'est quand même une difficulté. Je vous remercie. Alors, peut-être une dernière question, une ou deux ? Alexis Nicolai, École Polytechnique. Je voudrais revenir et peut-être adresser la question peut-être plus précisément à la DGA et à l'AID. Quand on ouvre un domaine d'innovation, on ouvre de nouveaux usages, on ouvre une certaine entropie, de l'incertitude, et tout le processus d'innovation pourrait être défini comme arriver à un moment où cette entreprise devient un contrat, devient quelque chose d'appliqué, d'applicable. Comment est-ce qu'on dépasse ce moment? Comment est-ce qu'on évite de rentrer dans une démarche de pure application du contrat? Et comment est-ce qu'on maintient une démarche d'innovation au-delà du contrat, de l'application? Je vous remercie. J'aurais préféré que vous posiez la question à quelqu'un d'autre que moi. Je suis désolé. La vraie question, c'est comment on accepte l'échec dans notre démarche de construction du projet.
Je pense que c'est une des grandes réformes qui devra être faite, c'est d'accepter l'échec et d'accepter qu'on change. Et François Pintard, qui est en charge exactement de faire ça à la DGA, vous répondra pleinement derrière. L'autre démarche, hein, c'est, en revanche, on est suffisamment agile pour pouvoir s'adapter à ça. Hein, on l'a démontré à la cyber, on le démontre avec l'intelligence artificielle. Donc on a cette agilité-là pour aborder des nouveaux systèmes et changer nos modes de réflexion pour avoir une vision différente. Donc moi, j'ai toute confiance pour demain, on sera capable de s'adapter au concept que vous apportez en prenant les risques, en assumant les difficultés, les viscosités qui existent dans le système. Je vous remercie. Une dernière question? Oui. En fait, on a un petit peu en partie abordé le sujet. Quand on parle de chiffres, de mécanismes, on voit que si on s'arrête au niveau français, on va être très rapidement, et on est déjà complètement limité. Vous avez parlé des enjeux de travailler en collaboration avec nos camarades européens et nos voisins les plus proches et les mieux pourvus, on va dire, que sont les Allemands. Quelles sont donc demain, finalement, les vraies opportunités de créer efficacement de l'innovation, pour reprendre le sujet de la table ronde, en se structurant grâce au lancement des nouveaux programmes qui sont aujourd'hui, que ce soit terre, mer et air, le FCAS en tête de pont, hein, vu les milliards qui sont en jeu dans les 20, 30, 40 prochaines années. Quelle est la possibilité, quels seraient les mécanismes à mettre en place pour qu'on puisse ensemble, avec MTU pour Safran, avec un Airbus pour Thales, de créer de l'innovation au niveau européen? Là, enfin, à partir du moment où on a un cadre qui nous met pas des contraintes qui finalement sont contre-productives, être trop prescriptif dans la répartition du boulot, enfin trop fermé sur les partenaires, on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire là sur le SCAF, on est parti pour des années de préparation. Et là, dans la recherche et la technologie, on va appliquer les piliers que j'ai mentionnés, et notamment, on va aller chercher l'innovation dans l'écosystème. Donc, c'est-à-dire que si on laisse le champ assez ouvert, à partir du moment où on a un programme structurant, on va aller capter l'innovation comme on le fait sur tous nos développements. Ensemble. Alors, ensemble ou pas, parce que ensemble ou pas, ça peut être ensemble sur les tâches qu'on fait ensemble, et ça peut être sur les sous-ensembles du système. Il y a beaucoup d'innovations à apporter, et là, on ira les chercher séparément. Maintenant, il faudra que les règles de partage, de retour, etc., soient suffisamment intelligentes pour que ça ne devienne pas un frein à l'innovation. Et après, ça fait partie aussi des règles du jeu. On n'a rien sans rien, donc à un moment, je ne m'attends pas non plus à ce qu'il n'y ait pas de règles du tout. Ouais. Une des logiques recherchées dans ces programmes structurants, c'est justement d'agréger l'industrie autour des meilleurs, de manière à éviter les duplications et la création d'entropie. Alors l'exemple MTU Safran sur les moteurs, qui est cohérent avec la vision qu'en a l'État, et donc on est dans une structure où ils vont pouvoir ensemble innover et tracer la route. Ce qu'il va falloir faire, c'est dans les grands programmes structurants que sont les avions, les drones de combat, les armements dédiés, le système de système, le char de combat de demain, avec tout ce qui est robotique derrière, on arrive à structurer en franco-allemand une vision industrielle partagée qui évite les duplications et qui nous permet d'avancer. Et je pense que la première démarche, c'est vraiment une démarche, je dirais, politique, qui permet de s'assurer que la dépendance qu'on va se créer au travers de ça est assumée, elle est durable et est viable. On ne peut pas avoir de la dépendance et puis derrière se couper des marchés, se couper des possibilités d'évolution, etc. C'est avant tout une démarche de structuration industrielle qui permettra, en se structurant, de pouvoir innover de façon cohérente parce qu'on aura choisi, peut-être pas notre champion, mais le champion qui animera l'écosystème autour de lui et qui fera sortir les technologies et les solutions les plus innovantes. Surtout, ce qui est fondamental, je redis un point important, c'est le défi. C'est-à-dire le fait d'avoir un programme structurant, je pense qu'on ne mesure pas vraiment ce que ça représente de faire le SCAF. Parce qu'on a oublié ce que ça représentait de faire le Rafale. D'accord ? Et quand on a fait le Rafale, par exemple, quand on a fait le moteur M88, le saut technologique qu'il y avait par rapport à la génération présente est fondamental. Donc ça a tiré tout le monde. Et donc le fait d'avoir un défi structurant dans la durée, ça va tirer tout l'écosystème, en fait, pour y répondre.
L'écosystème se prépare de loin. Donc aujourd'hui, c'est sous l'égide, entre autres, de l'Union européenne, avec DG Connect, probablement DG Défense, qui pousse des RTO comme le nôtre à s'harmoniser au niveau de l'Europe. Il est important que l'Europe, par exemple, en microélectronique, ait sa souveraineté. Autrement, on sera toujours limité pour l'export, du Rafale ou d'autres, par les phénomènes ITAR ou autres. Et donc, c'est à ce titre-là que l'Europe, déjà aujourd'hui, a commencé à organiser très en amont, sortie de l'académique, mais rentrer dans les RTO pour que les RTO fassent un écosystème technologique qui permette à des défis comme celui que vient d'écrire Stéphane de pouvoir se réaliser sur des bases de technologie souveraines au niveau européen. Et moi j'aimerais, si on peut, prendre 3% et que ce soit attribué en direct à des startups sans aucun intermédiaire, au modèle de la DARPA. Voilà, mais nous allons conclure sur ces mots la première table ronde. Et puis, je vais laisser la parole à Pierre Delceau, directeur général adjoint à la Direction générale Marché intérieur, Industrie, Entrepreneuriat et PME à l'Union européenne, et qui va nous parler de la place de l'Union européenne en matière d'innovation.